Bien, mesdames et messieurs, je pense qu'on peut débuter ce conseil municipal. Il y a des élus qui sont, je les ai vus, c'était dans mon bureau tout à l'heure, elles arrivent. Elles arrivent. Donc, bienvenue pour ce... Pardon. Time, it's time. Bien. Alors, en communication, sont absents et excusés. Donc, sont absents ayant donné procuration. Monsieur Letellier et Madame Becker-Bardelman. Alors, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, ah ben elle est là. Voilà. Madame Sophie Annika Beka à Monsieur Ildirim. Le docteur Kassab à moi-même. Monsieur Wolchekowski à Madame Stelmazik. Et Madame Blanche Crenat à Monsieur Atmania. J'ai oublié personne? Non, très bien. Alors, vous trouverez sur... alors, vous avez été destinataire des procès-verbaux des conseils précédents, donc des conseils du 31-1-2023, s'il vous plaît, du 9-3-2023, du 11-4-2023, du 9-6-2023, du 27-6-2023, du 12-9-2023, du 26-10-2023. Et je crois que M. Atmania, vous aviez demandé, vous avez fait une remarque en ce qui concerne le conseil du 5-2-2025. Et donc, il sera traité rapidement. Hein, je pense que normalement, hein, au prochain conseil. Ah, il est là? C'est avril. OK, donc ça sera rapide. Donc, vous avez des remarques à faire sur ces procès-verbaux? Pas de remarques. Madame Sarda passera parmi vous pour les signatures. Merci. Alors, point numéro 1 qui concerne la modification, encore une fois, la modification des compositions municipales. Et c'est moi qui vous présente le point. Ça va être... Ça va être assez rapide, hein. Je vous fais grâce de la lecture. Hein. Donc, cela concerne deux élus qui ont demandé à s'ajuster encore sur les commissions. Donc, pour Mme Klein-Morawski, qui voudrait intégrer la commission 1 et 2, et Mme Lindauer sur la commission 2. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits? Tant qu'on y est, pas d'autres souhaits de se retirer ou de se rajouter à une commission? Si? OK, c'est noté. Commission des finances, Madame Becker. Alors, il y a un vote qui est contre, abstention. Merci pour ce point. Le point numéro 2, qui concerne l'approbation du choix du concessionnaire et autorisation à la signature du traité de concession. Donc, c'est une étape importante dans le projet. Si je ne me trompe pas, c'est aujourd'hui le résultat de bien 4 années de travail. On n'est pas loin de 4 années de travail avec différentes étapes, hein, que je rappelle rapidement, mais j'ai passé la parole à M. Ildirim. Ça a fait l'objet de 2 études. La première par Matec, et je le redis, l'étude consistait à dire ce qu'on fait, et puis c'est l'Aguram, et Matec qui a pris le relais. Et l'objectif est de dire comment on le fait. Et donc, sur ce rapport de l'Aguram, qui nous a... de Matec, pardon, je compte toujours les deux, de Matec, qui nous a accompagnés dans le dossier de la recherche d'un concessionnaire. Voilà. J'ai résumé en 2 mots un peu d'où on est parti, mais les procédures sont longues. Ça a pris, ça a pris 4 ans. Ont été associés... dès le démarrage, le comité de quartier et d'autres partenaires comme Énergis, l'agglomération. Et donc, c'est un vaste... C'est la création d'un nouveau quartier hein, qui va sortir avec un programme qui a été estimé sur 15 ans. Voilà. Monsieur le Premier adjoint, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, le point étant quand même un point important, je vais lire tous les textes qui sont prévus. D'habitude, je fais des résumés, mais là, comme le projet est important, je pense que je vais le lire. Et une fois que j'aurai lu la moitié du point, on lancera une vidéo pour la présentation du projet.
Donc, la commune de Saint-Avold compte environ 15 415 habitants et mène actuellement une vaste réflexion sur son développement urbanistique, paysager et environnemental, ainsi que sur le devenir de son territoire pour les 15 années à venir. Dans un contexte de démographie quelque peu déclinante, l'objectif de la municipalité est de permettre d'accueillir de nouveaux habitants en veillant à apporter des réponses aux différents parcours résidentiels en faveur d'une meilleure mixité générationnelle et sociale dans le respect des orientations fixées par le SCOT et le PLU. Pour y parvenir, la commune a envisagé l'aménagement d'une zone d'habitat de 7,9 hectares située au nord-est du centre-ville sur l'emplacement d'une ancienne caserne militaire Ardent-du-Pic sous forme d'une concession d'aménagement. Le projet prévoit l'aménagement des voiries, des espaces verts, des réseaux depuis les points de raccordement qui seront fixés par les concessionnaires en fonction des besoins de la zone. Par délibération du 27 novembre 2023, le point numéro 1 du conseil municipal a lancé la procédure de mise en concurrence telle que régie par le Code de l'urbanisme et le Code de la commande publique, afin de désigner le futur concessionnaire d'aménagement du lotissement Ardent-du-Pic et a approuvé la constitution de la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues dans le cadre de la procédure de consultation. Il s'agit aujourd'hui pour le conseil municipal de procéder au terme de la procédure engagée au choix du concessionnaire pour l'aménagement du quartier Ardent-du-Pic. Les principales étapes de la procédure. Donc, les mesures de publicité requises dans le cadre de la procédure ont donné lieu à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence européen au journal officiel de l'Union européenne, le 22 février 2024, au bulletin officiel des annonces des marchés publics, le 22 février 2024, et dans la revue spécialisée, le Moniteur des travaux publics et du bâtiment. La date de remise des offres était fixée au 10 avril 2024 à 11 h. 2 sociétés ont répondu à la consultation dans les délais. Il s'agissait donc de la SEBL et Sodeva. La commission de concession d'aménagement constituée à cet effet, réunie le 16 mai 2024, a examiné la complétude de l'ensemble des dossiers du compte de candidature, pris connaissance des offres et a émis un avis favorable à l'engagement des négociations avec les 2 candidats ayant remis une offre. La phase de négociation qui s'est engagée a donné lieu à l'envoi à chacun d'eux de questionnements complémentaires adressés par courrier dématérialisé via la plateforme du 4 juin 2024, avec une remise le 8 juillet 2024 à 9 h. L'audition des candidats le 14 octobre 2024, la demande de remise d'une offre finale le 12 décembre 2024 à 10 h. La commission de concession d'aménagement s'est tenue le 23 janvier 2025 à l'issue des négociations afin de considérer l'intégralité des informations transmises lors de la phase d'échange avec les candidats et à procéder au classement des dossiers. Ladite commission a classé donc les offres comme suit: la première position Sodevam et la deuxième SEBL. Je vous propose, avant de poursuivre, qu'on visionne la vidéo et puis je continuerai la suite après. Serge, si vous pouvez peut-être descendre. Oui, si je peux compléter, c'est la vidéo. Alors ça nous donne, ça sera pas architecturalement chaque bâtiment comme il est présenté là, mais ça vous donne une idée de ce que pourront être le voirie, des types d'habitats, des différents types d'habitats, et bien sûr de l'espace l'espace public qui restera disponible, et on souhaite l'appeler un petit peu comme un parc, un central. Et donc voilà, je vous propose de regarder la vidéo qui dure 2 minutes, je crois. Vous voyez sur la droite est matérialisé également l'EHPAD, hein, complètement sur la droite. Figure avec des jardins qui sont en contrebas le long de la RD 603 et les différents types d'habitats.
voyez qu'on n'est pas sur de l'habitat en hauteur, hein, on est sur R1, R2 maximum. Hein. Avec l'espace vert, bien sûr, au milieu. C'est ça. Et on va en laisser une part à des jardins, sur le, je le redis, sur le côté. On est vraiment en contrebas et c'était difficile d'urbaniser vu le bruit par la circulation de la 603. Et une vingtaine de parcelles pour l'acquisition des gens qui souhaitent s'installer. Oui, il y a une vingtaine de parcelles libres pour des lots à bâtir. N'est-ce pas? Bon, je poursuis. Merci, Serge. Donc, les éléments essentiels du contrat. Les principales caractéristiques du contrat de concession portent sur la nature même de la concession ainsi que sur sa durée. Le concessionnaire assure le risque financier de l'opération. C'est important, c'est pas la commune. Sa rémunération est assurée par le résultat de celle-ci. Donc, la durée de la concession, 15 ans. La nature, l'aménageur désigné a pour mission principale de reconvertir le site Ardent du Pic en une zone d'habitat et d'équipement. Le projet prévoit l'aménagement des voiries, des espaces verts, des réseaux et des logements individuels, collectifs et seniors. Il assurera également un certain nombre de missions obligatoires, la liste non exhaustive, figurant au contrat tels que la réalisation de l'ensemble des études, l'acquisition de la propriété des biens communaux situés dans l'enceinte du périmètre, l'acquisition des biens restant à l'intérieur du périmètre, n'appartenant pas à la commune, la réalisation sous sa maîtrise d'ouvrage des travaux d'équipement concourant à l'opération, la mobilisation du financement, la gestion de l'ensemble des tâches de coordination et la commercialisation des terrains aménagés. Au titre du programme, l'aménagement doit permettre la réalisation d'habitats individuels sous forme pavillonnaire, de petits collectifs R+1, comme disait M. le maire, maximum R+2, d'habitats intermédiaires et de résidences seniors sur 7,92 hectares. Au titre des dispositions financières, donc la participation de la collectivité à hauteur de 800 000 €, c'est le montant plafond maximum que la ville doit mettre sur les 15 ans. Un montant de 50 000 € sera versé chaque année pendant une durée de 14 ans, ce qui fait 700 000. Et le solde d'un montant de 100 000 sera versé au titre de la 15e année. Les subventions obtenues en cours de projet et bénéficiant aux concessionnaires présents traités viendront en déduction de cette participation. C'est-à-dire s'ils ont obtenu 50%, j'espère, la commune ne mettra que 400 000. La cession du foncier détenu par la commune d'une valeur d'environ 1 600 000 €, selon l'estimation des domaines, fera l'objet d'une inscription au titre des participations en nature de la commune à l'opération d'aménagement, conformément aux dispositions de l'article 300-5 du Code de l'urbanisme, et sera versée sous la forme d'une participation en nature. Le projet de traité de concession d'aménagement joint en annexe a fait l'objet d'une mise au point avec Sodevam et précise les obligations de chaque partie. Par conséquent, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ce choix. Il vous est proposé de désigner la Sodevam en tant que concessionnaire d'aménagement Ardent du Pic, conformément aux dispositions de l'article R300-9 du Code de l'urbanisme, d'approuver le traité de concession et ses annexes, d'autoriser Monsieur le maire à signer le traité de concession ainsi que toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Il procédera également à la réalisation des formes de publicité requises dans le cadre de cette procédure. Voilà pour le point. Donc, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci, monsieur le maire. Je voulais vous faire quelques remarques par rapport à ce projet qui est de long terme, puisque vous évoquez 15 ans pour arriver au terme de cette opération d'aménagement. La première, c'est à la vue de la vidéo que vous présentez, la place qui est réservée à l'habitat collectif par rapport à l'habitat individuel. J'ai le sentiment qu'à Saint-Avold, ce qui manque et ce qu'on a besoin d'attirer,
c'est un habitat individuel, parce qu'on a eu dans les communes environnantes, notamment de l'agglomération, un fort développement des zones pavillonnaires, des lotissements, etc. Saint-Avold n'était pas en capacité, par manque de foncier, de faire face. C'est une demande qui est récurrente, notamment pour des jeunes familles. Et effectivement, vous évoquez la hauteur des collectifs, savoir R+1, R+2. Très bien, mais le sujet pour moi n'est pas tellement la hauteur du collectif, puisque les bâtiments qu'on avait sur cette zone Ardent du Pic étaient plutôt beaucoup plus élevés que ça. Et donc quand on parle de sauvegarde historique de l'architecture ou de la configuration, en dehors de la partie de l'organisation spatiale du site, on n'y est pas tellement, mais j'y reviendrai. En tous les cas, pour moi, la problématique ne réside pas tant dans la hauteur des immeubles collectifs que vous proposez de construire, que dans le nombre de collectifs par rapport à l'habitat individuel. Vous indiquiez 20 parcelles à bâtir. Pour moi, très clairement, c'est trop peu par rapport, d'une part, à l'objectif que je pense nous partageons d'amener des familles à Saint-Avold, de pouvoir aussi, je dirais, refournir nos écoles, etc., etc. Sur cet habitat collectif, je l'ai déjà dit, nous avons un autre défi à aller chercher, qui est le défi de la réhabilitation du bâti vide, vacant, aujourd'hui à Saint-Avold. Je l'ai déjà dit, on a plus de 1100 logements vacants à Saint-Avold, dont plus de la moitié au centre-ville, et généralement, ces logements vacants sont des logements dans des collectifs, et pas de l'habitat individuel, pas de la maison d'habitation principale. Donc j'aurais souhaité que la maison d'habitation individuelle en construction puisse, j'irais, prendre une part plus importante. Par ailleurs, là, vous déléguez effectivement une opération globale. Il y aurait pu avoir un autre choix qui aurait pu être d'avoir une opération d'aménagement sur la partie collective, mais une opération de lotissement classique qui aurait pu être menée en direct par la commune. Je pense que ça nous aurait permis aussi de garder la main, justement, et de favoriser la venue d'un certain nombre de familles. Ensuite, en dehors du sujet de la densité du quartier, il y a le sujet du prix. Vous proposez donc dans le contrat de concession un prix à 110 euros du mètre carré pour de l'habitat individuel, ce qui revient à 11 000 euros de l'art. Alors 11 000 euros de l'art, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu? La moyenne des terrains vendus en Moselle, j'ai regardé rapidement avant de venir, se situe plutôt à 8. Et donc, le sujet, pour moi aussi, c'est quel est le rôle que la collectivité veut se donner. Est-ce qu'on est dans une logique d'accession à la propriété, de jeunes ménages notamment, ou de ménages, je dirais, de la classe moyenne? C'est ce que j'aurais souhaité, auquel cas, les 11 000 euros de l'art peuvent être un peu prohibitifs. Je ne dis pas qu'on est du simple au double, mais je n'oublie pas, et c'est pas seulement le prix du terrain, c'est aussi le prix des matériaux de construction qui, on le sait, depuis la crise Covid, n'a cessé d'augmenter et impacte aussi la capacité des habitants à acheter un terrain pour y construire leur résidence principale. Ça impacte la taille, etc., etc. Donc c'est ma deuxième réserve sur le sujet. J'en ai deux autres. Une à laquelle j'ai déjà fait référence, à savoir sur le sujet architectural. Encore, vous aviez souligné que l'architecture des bâtiments qui étaient présentés dans la vidéo ne correspondrait pas exactement à ce qu'on verra. Mais quelque part, c'est une vraie préoccupation, parce que je pense que
sur un quartier comme ça, et vous le voyez d'ailleurs sur certaines constructions d'écoquartiers, ce qui me mènera à ma remarque suivante, l'uniformité de l'architecture qui est proposée, de l'habitat qui est proposé, fait aussi toute l'attractivité de ces quartiers-là. Et je pense que c'est peut-être vieux jeu pour un jeune comme vision des choses, mais voyez, moi, l'architecture des maisons qui sont en blocs rectangulaires, carrés, etc., blanc, gris, bleu, je suis pas certain que c'est ça qui redonne un certain cachet à ce quartier, à cette place, qui avait quand même, qu'on le veuille ou non, une architecture, un historique, qu'il aurait été intéressant de voir retranscrit en termes de préconisation architecturale, surtout qu'on ne conserve pas, comme vous l'aviez évoqué, les bâtiments existants et les anciennes casernes. Oui, tout à fait. Pour terminer sur ce point, je regrette, vous avez évoqué la consultation que vous avez organisée, notamment avec le comité de quartier, etc. Cette consultation aurait pu s'étendre à votre opposition. Je l'avais souligné au moment de la création de la commission de concession. Vous n'avez pas souhaité que l'opposition municipale soit représentée au sein de cette commission. J'ai, entre guillemets, par effraction et avec votre accord, participé par erreur à une réunion à laquelle vous m'avez convoqué, mais qui ne correspondait pas à l'objet. En tous les cas, je trouve ça dommage, considérant le temps long sur lequel va s'inscrire le projet, que vous n'ayez pas souhaité nous intégrer. Et par ailleurs, je le redis, même si nous avons une divergence d'opinion sur ce point, la verdure que nous voyons sur les images que vous proposez, ce n'est pas ça qui, définit la qualification d'écoquartier. Et encore une fois, je pense que quand on est sur une opération de ce type-là, on aurait pu aller chercher les critères et les obligations que ce label impose, parce que finalement, je ne vois pas sur quelle autre opération on pourra aménager une zone de la ville avec un tel impact. On parle de plus de 200 logements. On parle d'une opération qui, certes, va coûter environ 700 000 euros à la ville, mais je suis prudent à cet égard, et effectivement, j'attendrai de voir les totaux finaux, parce que on a souvent des petits dérapages et puis des petites surprises, mais c'est bordé. Mais j'espère effectivement qu'on y sera. En tout état de cause, voilà. J'ai un peu peur, même si je me réjouis de la possibilité, notamment sur cet habitat individuel, de pouvoir redonner la possibilité à des familles de construire à Saint-Avold. Je regrette en revanche qu'elle ne soit pas suffisamment élargie. Je m'abstiendrai donc sur ce point. Bon, je vais vous apporter quelques éléments de réponse. Le premier adjoint complétera. Sur la consultation, oui, effectivement, vous avez fait référence à une réunion, vous étiez là et vous étiez le bienvenu. Hein, j'ai pas. Par contre, je vous avais quand même invité, pas vous, mais l'ensemble des élus municipaux, à la présentation du rendu de l'étude de l'Aguram. Vous étiez présent. Donc, ouais, et en amont de cette étude, on y avait associé, je l'ai dit tout à l'heure, dans les comités de quartier qui ont participé. On était ensemble il me semble, à Haguenau avec l'Aguram, où ils ont créé, où c'était dans la même démarche, hein, et ça dure. Alors, quand on y était, c'était il y a 3 ans, un peu plus. Il y a 3 ans, et ils étaient encore en construction, en aménagement, comme nous, hein, sur 10 ou 15 ans, et on s'est inspiré de ce qui est là-bas. Alors, est-ce qu'ils ont le label écoquartier? Je ne m'en souviens plus. Nous, on avait évoqué le fait à un moment donné, mais on s'est dit, on va peut-être se mettre à avoir tellement de critères restrictifs, mais qui vont aussi à un impact financier.
Vous parlez du prix au mètre carré, mais qui va aussi avoir un impact financier. Donc, on s'est dit, appliquons déjà toutes les nouvelles normes en matière de gestion de l'eau. On a bien sûr le réseau Énergis, le réseau de chauffage urbain, où je le rappelle, qui alimente déjà la Côte de la Justice. Et si je ne me trompe pas, les bénéficiaires de cette chaleur ont quand même fait une économie. Ça fait 2 hivers qu'on a passé, je crois, de 30% sur leur facture de chauffage. C'est pas rien, faut le dire. Hein, il faut le dire. Hein, c'est merci alors aux élus qui ont donné l'orientation à Énergis, et merci à toutes les équipes d'Énergis qui ont travaillé là-dessus. Et on prépare demain pour que d'autres locataires, surtout chez les bailleurs, aient une facture énergétique qui diminue. Donc voilà. En ce qui concerne l'habitat individuel, alors nous avons parlé il y a à peu près 20 places libres à construire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 20 habitats individuels. Il y aura un grand nombre d'habitats individuels, mais les maisons vont être, voilà, ça va être des lots à acheter, hein, mais il va être comme ça se fait aujourd'hui, parce qu'on a peut-être les nouveaux couples n'ont peut-être travaillé beaucoup, sont que libres le week-end, alors il faut entretenir un grand terrain. Et qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? C'est ou avoir une belle grande terrasse, ou avoir un petit quelque chose devant et derrière. Alors aujourd'hui, on s'adapte aussi aux nouveaux besoins. Avoir 15 arts, 20 arts de terrain, c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qu'on recherche. Donc on est dans beaucoup plus d'habitats individuels qu'on pourrait croire quand on annonce 20 places à bâtir, l'eau libre. Voilà. Donc il y avait le prix au mètre carré, mais je vais peut-être laisser le premier adjoint et compléter aussi les sujets dont j'ai dit. Juste pour les places, le prix de l'art à Saint-Avold n'est pas à cette hauteur-là, on est bien au-dessus. Hein, donc peut-être pas, faut comparer à Saint-Avold, hein, et encore en fonction des secteurs, c'est pas la même chose, mais on est bien au-delà du prix moyen. Hein, vous avez bien dit le prix moyen en Moselle. Oui, si je peux apporter quelques éléments par rapport à l'habitat, effectivement, il n'y a pas que les 20 parcelles, il y a les papy lofts, donc qui sont aussi pour nos seniors. Il ne faut pas oublier que la population est vieillissante et donc c'est un réel besoin. Et il y a une grande demande, hein, on le voit. Nous avons conçu tout ça avec le concessionnaire par rapport aux besoins et aux demandes de nos administrés. Donc on a une liste de personnes qui souhaitent acquérir déjà des terrains et on a d'autres demandes par rapport au papy loft. Hein. Donc ce sont des parcelles de 5 à 6 arts maximum et qui sont accolées de plein pied. Donc si on ajoute tout ça, il y aura quand même à peu près une cinquantaine, soixantaine de parcelles individuelles. Par rapport aux bâtiments non rénovés, non réhabilités, ils ont été achetés en 2001, sans entretien, négligés totalement, plusieurs fois victimes d'incendies, donc il n'y avait plus rien à faire. C'est dommage. Bon, maintenant, il faut pas rester sur l'ancien, il faut avancer. Et ce projet, donc, on l'avait annoncé dans notre programme, mais 2020, on y est. Voilà, on a tenu parole. Donc, on a tenu parole, encore une fois. On avance. Resté à l'abandon depuis combien de dizaines d'années? 2001, 2020, 2025. Oui. Alors, j'ai retrouvé des articles dans le journal, le Républicain Lorrain, qui parlait déjà d'études par la Sodevam aussi, en 85. Ouais. Voilà. Donc, on avance par rapport à ça. Sinon, sur le prix, nous, on l'a fait. Voilà, nous, on le fait. Et sur le prix, 11 000, c'est pas très cher sur Saint-Avold. Après, à voir avec le concessionnaire, parce qu'il nous a fourni un bilan. Lui, il faut qu'il rentre aussi dans son équilibre par rapport à ce qu'il présente. Si éventuellement on peut descendre le prix à un moment donné, oui, pourquoi pas, mais il faut voir l'équilibre financier. Sinon, pour le reste, je pense que c'est un super projet pour la ville de Saint-Avold, pour l'avenir. Et ça va attirer énormément de gens, de personnes qui vont venir sur Saint-Avold. Voilà. D'autres interventions? Oui. Merci pour ces compléments d'information. Alors, j'avais bien vu effectivement la mention des papy lofts. Je les ai volontairement pas abordés, d'une part parce que effectivement c'est très bien, c'est un habitat dont on a besoin.
indéniablement. Et encore une fois, j'évoquais les développements de lotissement dans les communes limitrophes de Saint-Avold. Beaucoup d'entre elles ont développé des papilofts, ce qui a emmené des seniors hors de la ville. En revanche, pourquoi est-ce que je n'ai pas évoqué les papilofts dans ma remarque? Parce que c'est très bien d'avoir des grands-parents à Saint-Avold, mais je pense aussi qu'on souhaite des parents. Et donc, normalement, alors même si Robert De Niro a eu un enfant à 80 ans ou 90 ans, je sais plus, je suis pas sûr que son cas soit une généralité. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur l'habitat individuel, qui généralement, je dis bien généralement, est quand même destiné plutôt à des jeunes familles qui s'installent. Sur le comparatif de prix, sans chercher à chicailler, c'est sûr qu'aujourd'hui, encore une fois, tel que je vous l'ai fait remarquer, les prix moyens à Saint-Avold des terrains sont plus chers parce qu'il n'y en a pas. Donc tout ce qui est rare est cher. Donc c'est certain que je ne peux pas me hasarder au même comparatif que vous en disant on compare à Saint-Avold. C'est sûr, quand il n'y a pas de terrain, le terrain est cher. Et pour terminer simplement, mais vous n'avez pas vraiment fait eu de réponse sur le sujet, parce que moi je parlais pas des bâtiments qui n'ont pas été sauvegardés. J'indiquais simplement que, étant donné qu'ils sont tombés, ça aurait été intéressant dans la règle architecturale d'aménagement de ce quartier d'inclure des marqueurs visuels qui rappellent le côté historique. Effectivement, on garde cette espèce de rectangle vert au centre du quartier qui rappellera l'ancienne place d'Armes, mais c'est aussi dans l'architecture peut-être qu'on pourra retrouver ces éléments-là. Voilà. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas donné de réponse sur l'architecture, je me l'étais noté. Tout n'est pas figé, hein. C'est pour ça que j'ai fait ma remarque tout à l'heure, lorsque la vidéo, faut pas le prendre pour argent comptant, et ça fait encore partie, alors si je regarde, ça fait encore partie des discussions qu'on va avoir maintenant avec l'aménageur une fois que l'on aura fixé. Hein. Je rappelle quand même, alors de mémoire, les premiers aménagements, c'est dans 12 ans, 2 ans, 3 ans, hein, on est sur premiers aménagements, parce qu'il y a toutes les procédures en amont à lancer, et elles sont nombreuses et longues. Ouais, vous avez un calendrier, mais et elles sont longues, et il faut obligatoirement les passer. Ouais, on va terminer. S'il n'y a pas d'autres interventions, oui. Mireille, oui, allez. À poser, il va y avoir donc visiblement beaucoup de monde. Est-ce que tous ces gens-là, ils vont sortir par la rue Altmeyer? Là, on ne sortira plus jamais, alors. Hein. Je crois que ça bouchonne déjà maintenant, ouais. Hein, j'en sais quelque chose. Ouais. Non, il va y avoir 2 accès. Un par la côte, il y a une liaison par la côte de la Justice. Dans le virage, quand vous venez de l'autre côté, alors derrière la maison d'Avril. Quand on est à peu près là, ouais, dans cette zone-là, il y aura un accès au quartier par là. Il sort, j'ai répondu. Il y a une partie qui sort là. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de circulation. Il y a beaucoup de circulation dans cette rue à certaines heures, hein, comme au centre-ville. Ça veut dire qu'il y a de la vie dans la ville. S'il y a de la circulation, il y a du monde. Il y a de la vie dans la ville. Hein. Ça fait partie aussi. Et tout le monde ne va pas sortir en même temps. Et pour répondre pour compléter peut-être à M. Atmania, on va favoriser les déplacements doux. Les commerces sont pas loin. En parlant des autres villages autour qui ont construit des papilofts, hein, et pour avoir discuté avec un ami qui allait vers un village où il y a ça. Et il me dit, mais tu sais, je suis bien tranquille où je suis, mais dès que je franchis ma porte, il n'y a plus rien. Je m'embête, je peux même pas pour acheter le pain, je dois prendre la voiture, je m'embête, c'est le désert. Il se passe rien, il n'y a plus rien. Je suis tranquille, mais trop tranquille. Donc, quand on est près des quartiers, quand on est près du centre-ville, on est à 2 pas, eh ben on a peut-être plus envie de venir dans un quartier à Saint-Avold, où on n'est pas loin, où les écoles sont pas loin.
ou peut-être les grands-parents gardent les enfants, et comme très souvent, il y a des dérogations, hein, il y a des dérogations, et c'est les grands-parents, on met les enfants à l'école où habitent les grands-parents, et pas les parents qui ont, alors je le dis volontairement, qui ont choisi de construire dans un village à 30 km pour aller travailler. Il faut faire 100 km aller-retour dans la journée, ou 25 ou 50. Et à la fin de l'année, financièrement, ils ont rien gagné. Oui, ils ont gagné et que tous les services, les médecins sont là, la culture est là, le sport est là, et on est la ville-centre. Et ça aussi, c'est important. C'est un tout. Et avec ce projet, on répond à tout. Enfin, en tout cas, je l'espère. Merci. En tout cas, c'est un projet intergénérationnel, c'est sûr. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets au vote qui est contre, qui s'abstient. Merci. Merci. Le point suivant, le point numéro 3, avec le quitus donné à la clôture de l'opération de mandat d'études préalables du programme de requalification d'infrastructures, des infrastructures de Saint-Avold. Donc, il s'agit, avec la SEBL, hein, du marché qu'on avait passé pour les requalifications des rues, dont on a déjà parlé, notamment la rue Foch, où les travaux vont démarrer. Monsieur Lauer. Merci René. Par convention de mandat du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 31 juillet 2023, la ville de Saint-Avold a confié à la SEBL Grand Est la définition d'un programme de requalification de certaines rues et espaces structurants de son centre-ville. La mission étant achevée, il est important ou il importe de faire approuver le bilan de clôture par votre Assemblée et de donner quitus de cette mission au mandataire. La note de présentation du bilan de clôture fait apparaître au titre des dépenses de l'opération un solde de 2 799,83 € à restituer par la SEBL à la ville de Saint-Avold. En résumé, on a dépensé 103 923,86 € et on a encaissé en recette 106 723,69 €. Par conséquent, il vous est proposé de donner quitus à la SEBL pour l'achèvement de sa mission. En fait, on va faire quoi? 106 000. Et on a payé 106 000 au lieu de 103 000. Pas de différence. Les 2 700, 2 800 € en fait. Bon. Voilà. Une seule question, est-ce que la ville a obtenu une subvention sur cette étude? Mais notifié ou la demande a été faite? La demande a été faite. Merci. Donc, je peux soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Pascal. Le point suivant concerne la cession d'un bâtiment communal 639 avenue Georges Clemenceau à Madame Tac. C'est Monsieur Lirim qui présente le point. Il s'appelle Dan. Merci Monsieur le maire. Donc la commune de Saint-Avold est propriétaire d'un bien immobilier situé 39 avenue Clemenceau à l'arrière du tribunal de proximité. Cet immeuble qui abritait auparavant des associations n'est à ce jour plus utilisé par la commune du fait de sa vétusté et de sa non-conformité à y accueillir du public. N'ayant plus l'utilité de ce bien, la municipalité a opté pour sa vente pure et simple. Pour ce faire, une annonce a été publiée sur le site internet de la ville au mois de juin 2024. La mise à prix a été fixée à 40 000 € au vu de l'importance des travaux de réhabilitation à entreprendre. Donc, en effet, l'immeuble est très dégradé et la présence d'un champignon de type mérule a été détectée par un bureau d'études spécialisé en date du 13 mai 2023. L'estimation des domaines avait conclu à une valeur maximale de 84 000 €, assortie d'une marge d'appréciation de 15%, ramenant la valeur à 71 400, sans justificatif particulier. Cependant, cet avis ne tenait pas compte des contraintes existantes et notamment du traitement de champignons, qui coûte très très cher. Ce dernier étant très onéreux et la commune ne souhaitant pas s'en occuper elle-même, il a été décidé de mettre en vente le dit immeuble à un prix inférieur à l'estimation des domaines de 2023. Suite à cette diffusion, plusieurs acquéreurs potentiels se sont manifestés et des visites ont eu lieu au mois de septembre
et octobre 2024. Madame Tac, gestionnaire immobilier, nous a transmis le 6 novembre 2024 une offre d'achat à 60 500 €. À noter qu'elle souhaite rénover le bâtiment pour y créer des logements qualitatifs. Au vu de son projet et des solides garanties bancaires produites par cette dernière, son offre a été retenue par la commission. Cette proposition d'achat a par ailleurs été validée par le service des domaines dans son avis du 3 février annexé. À noter que l'accès à ce bâtiment se fait par la propriété de l'État, donc le tribunal de proximité, ce qui nécessite par conséquent l'inscription en livre foncier par les services de l'État d'une servitude de passage. Ceci étant exposé, la commission Urbain et Finances vous propose de céder en l'état à Madame Tac, demeurant 15 rue Houillère à Frémin-Merlebac, la parcelle communale cadastrée. Donc section 33, numéro 57, 9A 06. De fixer le prix à 60 500 €, de préciser que l'acquéreur fera son affaire de l'éradication du champignon de type mérule présent dans la cave du bâtiment, d'inscrire dans l'acte de vente une obligation de faire qui consiste en la création de logements de standing. Donc je ne vais pas vous lire toutes les obligations. L'acte de cession une fois toutes les conditions suspensives levées et plus généralement de le charger de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions, des remarques, Chatmalia? Deux réserves. La première, de mémoire, ce n'était pas l'offre la plus élevée qui avait été formulée. Bon, par nature, je souhaite toujours qu'on vende au plus cher pour les intérêts de la commune. La deuxième réside dans l'observation qui est formulée par l'inspecteur des domaines, qui indique que, compte tenu du montant des travaux de rénovation difficile à estimer sans devis, voilà, c'est dommage en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait le constat que le bâtiment n'est pas utilisé par la municipalité. Il y a un champignon qui est détecté, mais eu égard aux nombreuses discussions qu'on a pu avoir ici sur la nécessité de recentraliser nos services municipaux dans nos bâtiments et de, rationaliser notre locatif, je me pose toujours la question sur l'opportunité de réhabiliter le bâti municipal plutôt que de le vendre. Voilà. Bien, question 1. C'était pas l'offre la plus chère, mais vous savez, il faut être clair, et il y a une procédure. La procédure, elle est dans un délai très donné, et si on n'est pas dans ce délai-là, on fournit pas toutes les pièces et toutes les garanties, on ne peut pas retenir l'offre. Donc c'est l'offre seconde qui a respecté les délais et les garanties qui a été retenue. En ce qui concerne le choix de le vendre ou de le réhabiliter, je connais bien le bâtiment. D'ailleurs, alors c'est Saint-Vincent-de-Paul, était occupé avec, enfin, leur vestiaire, ils appelaient ça vestiaire, mais ils avaient leur pied-à-terre là-bas et ils recevaient les bénéficiaires. C'est pas du tout. Alors, ça a été rénové. La ville a rénové, a déjà mis beaucoup d'argent dedans. Mais croyez-moi, ça change rien. C'est très exigu. C'est des vieux bâtiments en isolation. Je pense que s'en débarrasser est la meilleure des solutions financièrement. Ça coûte. Je pense que ça on y est plus, le contribuable il est plus gagnant que si on avait dû injecter plusieurs centaines de milliers d'euros. Je dis, au moins, la charpente, les étages, c'est dans un état vraiment. Si on veut mettre dans les budgets d'investissement qui nous restent encore pour nos bâtiments, privilégions, et je le redis, les écoles, les foyers. Il y a un foyer, je vous le dis, alors je suis étonné qu'il n'y a pas encore de grosses fuites. Il y a un foyer qui a une bâche sur le toit depuis 6 ans. Presque 6 ans. Presque 6 ans, il y a une bâche sur le toit. On n'a pas d'argent pour réparer. On l'a mis dans les écoles, on verra par priorité. Laisser encore pas avoir d'argent, garder le bâtiment et se dire le jour où on aura l'argent, eh bien, il sera délabré comme Ardent du Pic, il va s'écrouler, il sera encore incendié. Alors, la raison l'a emporté pour la vente. Voilà ce que je peux dire. Puis l'entretien coûte très cher. Ouais. D'autres interventions peut-être? Non, sinon je soumets aux voix. Qui est contre?
Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point suivant, qui est un point important, qui est l'élaboration du règlement local de publicité et la définition des objectifs et des modalités de la concertation. Alors, je le résume en deux mots. Enfin, en deux mots, mais c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. La procédure, il y a un certain nombre d'étapes. Si je me trompe pas, elle sera annexée au PLU. Je crois, elle sera annexée au PLU. En deux mots, l'objectif, c'est de diminuer, alors je ne dis pas supprimer, mais cette pollution visuelle, ces grands panneaux publicitaires qui sont partout. Certaines villes se sont fait épingler en disant que ce sont des villes pas très agréables, pas très accueillantes, rien qu'à cause de ces gros panneaux-là. Je crois que c'est 4 mètres sur 3. Vous voyez, au rond-point de l'Europe, là, il y en a 2 qui ont été installés à un côté de l'autre, là. Ça gâche tout. Mais vraiment, vous rentrez dans cette voie, qu'est-ce que vous voyez? Ces énormes panneaux-là. Il y en a. Alors, je ne sais pas, je ne les ai pas recensés, mais on doit en avoir 20 ou 30. On doit avoir 20 ou 30 plus les autres. Et il y a également, c'est pas que ces panneaux-là, mais c'est aussi d'autres aspects de la publicité. Mais Madame Malaman va nous en parler. Voilà. Dans le cadre de la procédure de mise en place du règlement local de publicité, la commune doit fixer des objectifs clairs et définir des modalités de concertation publique qui doivent associer pendant toute la durée de l'élaboration du projet RLP les habitants, les associations locales et les autres organismes et personnes concernées. D'une part, en ce qui concerne les objectifs de cette élaboration, la commune de Saint-Avold souhaite assurer la qualité visuelle et passagère des principales entrées de la ville de Saint-Avold, redéfinir le paysage publicitaire du centre-ville, garantir la cohérence du traitement de la publicité, des préenseignes et des enseignes sur les différentes voies structurantes du territoire, lutter contre la nuisance et la pollution visuelle, réduire la consommation d'énergie, conserver la particularité paysagère de la ville et garantir la valorisation de son patrimoine bâti, naturel et paysagique. Prendre en compte l'arrivée de nouvelles technologies en matière d'affichage, établir selon les enjeux identifiés par les différents secteurs des règles en matière d'affichage et d'enseigne, en participant à la mise en œuvre des objectifs fixés dans le cadre du projet d'aménagement et de développement durable, assurer un nécessaire équilibre entre le droit à l'expression et à la diffusion d'informations et d'idées par le moyen de la publicité d'enseigne et de préenseigne et la protection du cadre de vie, et notamment de nos paysages et de notre cadre bâti. D'autre part, cette procédure d'élaboration étant soumise à concertation du public en application de l'article L. 103-2 du Code de l'urbanisme, les modalités de concertation proposées sont l'affichage en mairie de la délibération de prescription de l'élaboration RLP et des modalités de concertation, et ce, durant 1 mois. La mise à disposition en mairie ainsi que sur le site Internet d'un dossier de concertation destiné à la présentation du RLP et de la démarche d'élaboration d'un registre d'observation voué à recueillir les remarques et les propositions de la population et les acteurs locaux, et ce, à compter de la finalisation des premières pièces du rapport de présentation et durant toute la durée de la phase de concertation. L'organisation d'une réunion publique destinée aux habitants, date, lieu et horaire seront communiqués par voie d'affichage en mairie, sur le site Internet de la ville et auprès de la presse locale. L'organisation d'une réunion publique destinée aux professionnels compétents en matière de publicité, d'enseigne et de préenseigne, date, lieu, horaire seront communiqués par voie d'affichage en mairie, sur le site Internet de la ville et auprès de la presse locale. Après avoir entendu l'exposé du rapporteur et suite à l'avis favorable de la commission urbanisme foncier, il vous est proposé de délibérer comme suit. Le conseil municipal, vu la loi 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 17,
vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L581-1 à L581-45 et R581-1 à R581-88, vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L103-2 et suivants et L153-12 et suivants et R425-29, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2122-21 et suivants, vu le Code du patrimoine, notamment ses articles L621-30, L621-32 et R621-96 et suivants, vu le Code de la route, notamment, et son article R418-2 et suivants, vu la délibération du principe du Conseil municipal en date du 27 juin 2022, portant mise en place du règlement local de publicité. Et décide de prescrire l'élaboration du règlement local de publicité RLP conformément aux modalités définies par la législation en vigueur, de valider les objectifs poursuivis par l'élaboration du RLP tel qu'énoncé dans la présente délibération, de lancer la concertation en application de l'article L103-2 du Code de l'urbanisme selon les modalités ci-dessus définies, d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les décisions relatives à la mise en œuvre de la concertation et au suivi de la procédure d'élaboration du RLP. Oui, y a-t-il des questions? Oui, c'est... Eh bien, bien. Bravo, Hermine. C'était long, mais c'était bien. Non, je souhaitais réagir sur deux aspects. Le premier, puisqu'on parle d'enseignes et de publicité locale, c'est un point qui a déjà été évoqué dans ce conseil municipal. Ce sont les panneaux d'affichage libre, d'une part, et d'autre part, les panneaux plus globalement réservés à l'affichage associatif. C'est vrai qu'on a encore la chance d'avoir un tissu associatif extrêmement dense à Saint-Avold, mais qui, évidemment, il y a les réseaux sociaux, mais n'ont pas toujours les moyens d'exposer au mieux leur événement. À une époque pas si lointaine, il y avait un peu des emplacements partout pour mettre des bâches. C'était pas forcément le plus esthétique non plus, mais il faut nécessairement retrouver, d'une part dans les quartiers, des panneaux d'affichage libre et d'autre part des panneaux ou des emplacements pour permettre aux associations de faire leur communication. Par ailleurs, vous parliez justement de ces 4x3 qui n'ont pas le côté le plus esthétique, c'est sûr, mais souvent ils trustent les emplacements les plus visibles. Vous parliez du rond-point de l'Europe, vous êtes sur un rond-point sur lequel il y a une grosse circulation et effectivement, je préférerais qu'il soit utilisé pour des informations municipales ou des informations associatives plutôt que pour de la commercialisation privée. La deuxième remarque, même si je pense effectivement qu'il faut encadrer tout ça, et j'anticipe peut-être sur une délibération à venir ou un passage à venir, quand j'entends règlement, j'entends souvent taxe derrière. C'est un point que nous avons abordé en commission urbanisme sur l'opportunité de mettre en œuvre une taxe sur la publicité locale, sur la publicité extérieure, la fameuse TLPE. Et je veux rappeler par avance que si il peut être opportun de réglementer, d'encadrer, je suis opposé par principe à toute forme de fiscalité supplémentaire, fût-elle sur les entreprises, parce que je pense que c'est pas aider
les commerçants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, qui sont souvent des employeurs à Saint-Avold, que de leur imposer une taxe sur leur visibilité. Ils payent déjà suffisamment leurs locaux commerciaux pour avoir à payer une taxe supplémentaire dans ce domaine. Voilà. Non, on a bien reçu vos avis et puis ça fera l'objet de discussions dans les étapes suivantes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pardon, pas. Madame Alaman, vous pouvez faire voter si. Voilà. Abstention. Voilà. Abstention, oui, abstention. Et contre? Personne. Okay. Ah, ok, c'est bon, merci. Alors, le point suivant qui concerne l'action cœur de ville avec la signature d'un avenant avec le PFGE pour la reconversion de la friche Peugeot. Alors, j'ai cru comprendre que la démolition pourrait se faire si tout va bien, toujours sous réserve, hein, parce qu'on l'avait espéré depuis longtemps, mais toutes les barrières sont levées. Toutes les barrières sont levées si tout va bien au mois d'août de cette année ou septembre. Hein, voilà, août-septembre, on ne va pas trop s'avancer. Je redis, si tout va bien. Madame Guérin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, par délibération du 25 novembre 2020, point numéro 20, le conseil municipal a autorisé Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour l'acquisition de la friche urbaine située 10 à 16 rue du Maréchal Foch. Par la suite, une délibération en date du 23 septembre 2021, point numéro 5, autorise le maire à signer une convention de projet, programme pluriannuel d'intervention avec l'EPFGE, qui assure le portage foncier de l'opération. La dite convention de projet a été signée le 20 octobre 2021 par les parties. Depuis lors, des évolutions affectant le projet sont intervenues, nécessitant la conclusion d'un avenant à la convention initiale. En effet, compte tenu des résultats des études environnementales, le projet évolue uniquement sous la forme d'un parc urbain. Par ailleurs, 2 bâtiments initialement inclus dans le périmètre du projet ne sont plus concernés par l'opération dans la mesure où les négociations d'acquisition n'ont pas pu aboutir, entraînant leur retrait du périmètre opérationnel. Enfin, les enveloppes budgétaires allouées aux études techniques ainsi qu'aux travaux de désamiantage et de déconstruction à réaliser par la maîtrise d'œuvre ont été révisées. Ceci étant exposé, il vous est proposé de délibérer comme suit. D'approuver les termes de cet avenant de la convention de projet programme pluriannuel d'intervention du 20 octobre 2021 annexé à la présente, d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant avec l'EPFGE prévoyant un portage foncier par l'EPFGE représenté par Monsieur Alain Toubol, directeur général dont le siège social est situé rue Robert Blum à Pont-à-Mousson, de préciser que les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits annuellement selon les modalités définies entre la ville et l'EPFGE et prévues par la convention initiale. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Bon, d'une part, je me réjouis tout de même de la sortie des 2 bâtiments que vous aviez au départ intégrés dans cette emprise. Moi, je trouvais, mais je vous en avais fait part, que le processus était un peu cavalier vis-à-vis de ses propriétaires. Voilà. Donc, en tous les cas, je peux me réjouir de la sortie de ces bâtiments de l'emprise du projet. Par ailleurs, je remarque juste une chose par rapport au plan de financement. Donc, on nous indique un prix de revient à la charge de la commune à 869 000 € et une prise en charge par l'EPF d'études pour un montant de 96 000 €. Mais dans l'autre côté, on a des dépenses de gestion et de portage par le PFGE de 80 000 €. Donc, bon, ils nous ont aidés à hauteur de 16 000 € sur un projet à quasiment 1 million. Autant dire que c'est pas la meilleure opération.
Et par rapport à cette enveloppe financière, je rappelle aussi donc l'article 2 qui modifie la nature des travaux prévoit que le programme de travaux consiste uniquement finalement à la démolition totale des bâtiments, mais pas à la transformation en parc habité ou en parc selon le projet qui sera mis en œuvre plus tard. Et donc, il faudra remettre au pot, quoi. Donc, cette opération, effectivement, coûte déjà quasiment 1 million pour une démolition de bâtiments. Et le concours, je dirais, financier n'est pas franchement au rendez-vous. Donc, je ne peux que le regretter. Enfin, bon, je suis content que le bâtiment tombe, content qu'on ait pu sortir les maisons d'habitation ou le local commercial de cette emprise, mais je regrette en revanche la faible participation de l'État. Si je peux rajouter, alors, si j'ai bien entendu la date, je l'avais plus en mémoire, c'est quand même quelque chose qu'on a initié en 2021. Vous voyez le temps qu'il faut. Mais ça y est, là aussi, c'est fait. On l'a fait. Encore une fois, on l'a fait. Sur le cœur de ville, je vais juste faire une parenthèse. J'ai toujours, sur les projets cœur de ville, sur nos projets, j'ai toujours pas lâché le morceau du marché couvert. Sachez-le. J'ai redemandé une réévaluation par un cabinet privé il y a quelque temps. D'ailleurs, j'attends le résultat pour qu'on puisse avoir peut-être une nouvelle base de négociation. Voilà. Je referme la parenthèse. Quant à l'aménagement, donc sur l'ancienne friche Peugeot, le coût d'aménagement est prévu dans ce que vous a présenté dans les 3 phases d'aménagement de la rue Foch, rue des Anglais et rue Hirschauer. Cette partie, c'est bien chiffré dans la phase 2, donc celle de 2026 de mémoire. C'est bien ça. Voilà, oui. Une toute petite précision, si vous permettez, monsieur le maire. Le projet d'acquisition et de démolition de la friche Peugeot était dans la convention cadre initiale qui a été signée le 15 octobre 2018. Donc ça me fait même plus loin que 2021. Oui. Alors, oui, mais le projet n'était pas le même. Pas du tout. Voilà. Mais nous l'avons repris sur notre projet en 2021. Non, c'était juste pour dire, vous voyez le temps qu'il faut. Hein, c'était ça, le temps qu'il faut. Juste, peut-être une petite précision, peut-être elle n'est pas importante, mais le PFG ne démolit pas. Après, ils vont nous rendre un terrain qui est quand même simple et qui est prêt à être transformé en parc urbain. Ensuite, tous les gravats, les matériaux, ils vont les laisser sur place pour qu'on les réutilise pour la construction qui viendra après. Et c'est pas 1 million, c'est 869 000 euros. Une totale. Avec les frais et tout ça. Mais bon, il faut bien que quelqu'un fasse le portage, on n'a pas cet argent dans ce compte. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est bon. Alimentaire. Merci. Le point suivant, c'est moi qui vais le rapporter. C'est quelque chose que je connais bien depuis très longtemps et c'est un travail sans fin. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les ans. C'est un travail sans fin. C'est la stérilisation des chats errants. Et la signature, oui. Et la signature d'une convention avec 30 millions d'amis, c'est ça, hein? Ouais, avec 30 millions d'amis. La convention, elle est assez simple. On s'engage par cette convention à stériliser au moins 35 chats par an et ils nous financent, ils participent à hauteur de 50%. Alors, je vais encore une fois le redire, ça me fait plaisir, mais je sais que, M. Attendier, vous allez être d'accord avec moi. On n'est pas souvent d'accord, mais là, je crois que vous allez être d'accord avec moi. La compétence, elle est quand même à l'agglo. Chat, chien errant, animaux errants, fourrière animale. Et dans ce cadre-là, mais j'avais déjà réagi à l'agglo et ça a changé un peu, mais l'agglomération avait décidé de participer à la stérilisation des chats à hauteur de 2 chats par commune. J'imagine bien qu'à Saint-Avold, il y a plus de chats qu'à d'Estrie, chats errants.
Voilà, donc, donc l'année dernière, l'aglo a participé au financement de 2 stérilisations, mais le président, suite à mon intervention, a quand même dit si vous avez besoin d'un peu plus, on peut rajouter un peu sur les villes qui en ont besoin. Donc, mais on est, c'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, là aussi, on n'a pas la compétence comme d'autres choses, mais on assume, parce que je le redis, c'est un travail de tous les ans. Ça revient tous les ans. Pour vous dire, j'en ai un. Alors, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Il y a des chats errants, donc les habitants qui sont concernés, hein, et même à Dourdan, là, il y en a beaucoup. On a fait de grosses opérations. Et j'en avais un, moi, chez moi. Donc, j'ai essayé de le... Alors, j'ai voulu le capturer, je vais demander à la police municipale, parce que le principe, c'est on capture le chat, on le ramène chez le vétérinaire, dans lequel on a la convention, hein, comme c'est écrit, il est stérilisé et on le remet au même endroit. Il vit sa vie, mais en tout cas, il ne se reproduit plus. Et les autres lui font la tête. Et les autres lui font la tête. Alors, j'ai capturé, j'ai demandé la cage, j'ai capturé le chat, je l'ai ramené moi-même chez le vétérinaire et j'ai dit, je paye le chat, je paye la stérilisation, vous le mettez à mon nom. Et on me dit, mais monsieur le maire, mais c'est comme ça, hein, un chat errant, qu'on peut nommer un chat sauvage, vous ne pouvez plus l'apprivoiser. Voilà. Et au bout de 2 ans, je ne peux toujours pas l'approcher. Il vient tous les jours, j'ai un distributeur d'automatique de croquettes, là, il vient toujours à la même heure, il vient manger, il le sait. Il vient, il a son petit pâté 1 heure après, il vient. Je peux pas l'approcher. Mais je voulais le mettre à mon nom. Mais un vétérinaire me dit, mais monsieur le maire, s'il est capturé quelque part, il est mis en fourrière, il est à votre nom, vous allez venir le récupérer, vous allez payer la fourrière, vous allez tout payer, mais il sera jamais à vous, parce que le chat ne veut pas de vous, il est sauvage. C'est comme ça. Donc voilà, il a été mis au nom de... Voilà. C'est un petit peu, c'est l'anecdote, hein, mais... et le chat vit sa vie, et je pense qu'il est très heureux. Voilà. Donc voilà, je referme la petite anecdote. En tout cas, il n'y a pas d'objection pour cette convention, pas d'abstention. Merci. Le point suivant avec la culture cette fois-ci, ah oui, et un beau spectacle cher à beaucoup, qui est le spectacle de Batucada. C'est ça, Madame Schweitzer. Merci, Monsieur le maire. Alors, par décision du Conseil municipal du 27 novembre 2023, point numéro 29, une batucada, qui est un ensemble de percussions jouant les rythmes de la samba, devait être créée en partenariat avec des établissements scolaires de la commune pour un projet s'inscrivant dans la durée. Il devait permettre à près de 150 élèves allant de la maternelle au lycée de bénéficier de cours dispensés par un professionnel à partir de janvier 2024 et jusqu'en juin 2025, avec l'organisation d'une représentation pour clôturer la saison d'apprentissage. Un retard de livraison du matériel a eu pour conséquence de devoir reporter la première édition à cette année, et une demande de report de l'aide 0027 28 52 en date du 18 février 2025 a été demandée et acceptée par les services de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. La réalisation des ateliers a lieu dans les écoles maternelles Vennec 1 et Cruzem, les écoles élémentaires du Vennec et Pierre Frisch, le collège La Carrière et le lycée Jean-Victor Poncelet. Pour la poursuite du projet, il est nécessaire de conventionner avec l'association Illusion Crew, qui assurera les interventions auprès des établissements scolaires. La ville de Saint-Avold prendra en charge les cours de musique conformément aux modalités prévues dans la convention. Il vous est proposé, après avis favorable des commissions de la culture et des finances, d'autoriser, monsieur le maire, à signer la convention avec l'association Illusion Pro relative à l'intervention dans le cadre du projet Batucada. Les crédits sont prévus au budget primitif 2025. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, on a pris du retard. Le matériel est arrivé plus tard que prévu. Donc, la première représentation devrait se faire cette année pour la fête de la musique, le 21 juin. Donc, on croise les doigts pour que ça fonctionne. On a commencé avec 5 ou 6 écoles, là, donc qui partent de la maternelle jusqu'au lycée. Et d'autres écoles sont fâchées pour le moment parce que
ils voulaient y participer également. Donc on remporte un franc succès avec cette batucada. Il faut savoir que les batucadas existent, mais pas de cette manière-là. On n'a jamais monté une batucada avec des écoles. Donc c'est une première. Je suis très fière que ce soit à Saint-Avold qu'on le fasse. Et on a déjà des demandes pour les prochaines éditions. D'autres écoles veulent absolument y participer. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, monsieur le maire. Merci Raymond, merci à vous. L'avant-dernier point, le point numéro 9, pour une décision modificative, décision numéro 1 du budget annexe du centre culturel. Monsieur Lauer. Merci René. Donc, considérant la nécessité de modifier le budget primitif 2025 du Centre d'action culturelle Pierre Messmer afin de corriger en fait une reprise, le résultat de la section d'investissement et de réajuster les besoins de financement en fonctionnement et en investissement. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet de décision modificative numéro 1 du budget 2025 du CAC, conformément au tableau ci-après. Donc, sur la section d'investissement, chapitre 001, un montant crédit ouvert de 16 252,94. La décision modificative donc, sera négative, moins 16 000, donc pour ouvrir le crédit à zéro, rendre le crédit à zéro. En chapitre 01, solde d'exécution 0, décision modificative plus 12 142,78. En 021, virement de la section de fonctionnement de 68 982,55 en DM numéro 1 par moins 28 395,72 en modification, ce qui me donne un solde crédit ouvert de 40 586,83 €. À la section de fonctionnement 012, en fait, on porte ce résultat sur le 012, qui est charge de personnel. Donc, de 679 011, plus la décision modificative de 28 395,72. Et on ouvre les crédits à hauteur donc, de 707 406,72 €. En 023, bien sûr, par différence et en équilibre, virement de la section d'investissement donc de 68 982,55. moins la décision modificative des 28 395,72 pour un crédit ouvert de 40 586,83. Ce qui porte en synthèse le fonctionnement du CAC donc à 1 591 374,65 €, tant bien en dépenses qu'en recettes. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu de modification. Et en investissement, les dépenses et recettes sont équilibrées à 95 070,35 avec l'apport en fait de la décision modificative numéro 1 de moins 16 252,94, ce qui porte le montant des crédits ouverts à 78 817,41. Donc le CAC aujourd'hui, enfin après cette modification, donc aura un crédit ouvert en dépenses et en recettes de 1 670 192,06 €. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions, juste une remarque. Bon, c'est vrai que donc nous avons adopté quelques années maintenant, 2 ans je crois, la nomenclature budgétaire M57 qui vous permet de faire des virements de crédit sans forcément solliciter, comme vous le faites, l'avis du conseil municipal pour une décision modificative, mais vous ne pouvez pas le faire quand cela concerne notamment le 012 et les charges de personnel. Et là, effectivement, je remarque que bien on fait un virement supplémentaire à la section des charges de personnel d'à peu près 30 000 €, 28 395 €. Et c'est vrai que sans émettre d'appréciation particulière, vous connaissez mon avis sur l'importance trop grande que prennent les charges de personnel dans notre budget municipal. Mais on parle de budget du CAC sur 1 670 000 €. Il y a plus de 700 000 € en charges de personnel. Ce qui n'est pas remettre en cause la qualité de ces personnels, mais ce qui est souligné
l'importance de cette part dans le budget de l'action culturelle. Et je pense que ça sera à l'avenir un problème si on veut développer et l'activité du CAC et sa programmation et rétablir un équilibre financier au niveau de la ville. Ben, en fait, ces 28 782, enfin presque 29 000, hein, ce sont des résultats positifs. Hein. Ça veut dire que le budget du CAC est largement équilibré, hein, même au-delà, à l'heure actuelle. Hein. Pascal, pardon. Le budget du CAC est forcément équilibré puisque on fait un virement du budget principal vers le budget annexe centre culturel chaque année. Je parle du budget d'équilibre, du budget de fonctionnement, en fait. Le CAC, oui, mais je suis d'accord, mais là, on amoindrit le virement à la section d'investissement. Voilà. Je me suis exprimé à un conseil précédent sur le sujet. Oui, j'ai bien compris. Très bien. Donc, je porte au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. On arrive donc au point numéro 10, qui est le dernier point, avec la subvention d'équilibre au CCS. C'est M. Lauer. Merci. Donc, considérant la nécessité d'accorder une subvention d'équilibre au Centre communal d'action sociale de Saint-Avold, afin de permettre à l'établissement d'assurer la continuité du service public et la rémunération du personnel, il est proposé à votre Assemblée, et conformément au BP de la ville 2025, d'autoriser le versement d'une subvention d'un montant de 480 000 € pour l'exercice 2025, qui sera versé selon deux montants, 240 000 au premier semestre et 240 000 au second. Donc, la décision sera imputée au chapitre 65, article 657-363 du budget de l'exercice 2025. Y a-t-il des questions? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Pascal. Tous les points étant abordés, le conseil municipal est terminé. Monsieur Atmadia, oui. Est-ce que je peux vous poser une question? Avec plaisir. Je vous remercie. Je m'interroge sans polémique, soyez très à l'aise, sur le siège à votre droite. J'aurais aimé savoir ce qu'il en est de la situation de notre directeur général des services. Est-il déjà toujours directeur général des services ou l'avez-vous déchargé de fonction? Et le cas échéant, qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite? Alors, je pense que c'est prématuré d'en parler, mais la procédure est en cours et au prochain conseil municipal, vous aurez, comme la procédure le demande, l'exige, je vais vous donner une information au prochain conseil municipal. Voilà. Merci.